Je me souviens encore du moment précis où mon monde a basculé, même si chaque seconde m'a semblé surréaliste, comme si j'observais la vie de quelqu'un d'autre de loin. J'étais assis à ma place habituelle, dans un coin de mon café préféré, celui au fauteuil en cuir craquelé et au léger parfum de grains de café fraîchement moulus. Mon ordinateur portable était ouvert devant moi, son écran vibrant au rythme de mon dernier projet, une application mobile qui avait déversé les 18 derniers mois de ma vie dans un bâtiment. Mon téléphone vibrait contre le plateau en acajou. Un numéro inconnu s'allumait à l'écran. Je fronçais les sourcils, les doigts planant sur le bouton « Ignorer ». Les numéros inconnus annonçaient toujours de mauvaises nouvelles. Pourtant, quelque chose me poussa à répondre. Un léger clic, puis la voix tremblante de ma mère. Et dans cet instant haletant, je réalisai que je m'étais trompé. Ce n'était pas du tout la routine. La voix de ma mère se brisa, avec un désespoir que je n'avais pas entendu depuis des années. « Gavin, murmura-t-elle, s'il te plaît, tu dois m'écouter. » Elle m'annonça que mon frère Jonas et Camilla, ma Camilla, étaient au bord du gouffre. Mon cœur se serra, mon souffle se coupa. Le nom de Camilla tomba comme une pierre dans un étang tranquille, envoyant une onde de choc dans tous les souvenirs que j'avais tant lutté pour enterrer. Elle était mon ex-fiancée, la femme que j'avais cru être mon avenir, qui avait un jour avoué ne pas pouvoir imaginer une vie sans moi. Et Jonas, mon petit frère, le garçon que j'entraînais au foot, celui à qui j'avais appris à faire du vélo, il se tenait maintenant à ses côtés, son complice. Ils sont dans la merde. Ma mère sanglotait. Il y a des procès, des créanciers qui les guettent, et ils ont épuisé toutes les options. Tu es le seul qui puisse aider. Chaque mot me transperçait, rouvrant des blessures que je croyais guéries depuis longtemps. J'ai pressé ma main contre la tasse en céramique froide devant moi jusqu'à sentir la chaleur du café s'infiltrer dans ma paume, comme un cruel rappel de ma vitalité. « Pourquoi m'appelles-tu » ai-je réussi à dire, percevant la brutalité de ma voix. Après tout ce qu'ils avaient fait, les sanglots de ma mère s'intensifièrent et elle bégaya. « Parce qu'ils sont ta famille. » Famille. Ce mot avait un goût de cendre. Ils m'avaient trahi. Ils avaient volé ma confiance et joué avec mon cœur. Ils avaient réduit notre sang commun à quelque chose de jetable, quelque chose que j'avais eu raison de rejeter. J'ai repensé au jour où je les ai découverts. Jonas et Camilla enlacés dans la pénombre d'un couloir. La trahison, brûlante et crue dans leur rire murmuré. J'avais fui cette fête de fiançailles dans la nuit, l'incrédulité me martelant la poitrine. Je m'étais réfugié dans le silence, coupant tout lien qui m'attachait à eux, convaincu que ma santé mentale et mon amour-propre dépendaient de leur absence. J'avais reconstruit ma vie dans le calme de ma propre détermination, créant un sanctuaire rien que pour moi. Et maintenant, d'un simple coup de fil, mon sanctuaire me semblait une maison bâtie sur le sable. J'ai expiré lentement, inspiré, puis parlé avec une clarté froide que j'avais du mal à reconnaître. J'y réfléchirai, ai-je dit, et j'ai raccroché avant que ma mère ne puisse protester. Le café autour de moi bourdonnait d'une normalité inconsciente. D'autres clients discutaient en faisant des tourbillons de la tarticle. Le barista faisait mousser le lait avec une aisance experte, mais je me sentais suspendu, comme si j'existais dans l'espace entre deux battements de cœur. J'ai fermé mon ordinateur portable avec un calme délibéré et l'ai glissé dans sa housse. Mes affaires, mes projets, tout cela me semblait soudain insignifiant, comme si je me tenais au bord d'un gouffre, les yeux fixés sur l'abîme. J'ai réglé ma facture et suis sorti sous le soleil de l'après-midi, qui me semblait désormais trop dur, trop impitoyable. Les rues de la ville bourdonnaient de vie, mais je les traversais au ralenti, alourdi par la gravité du jeu de ma mère. Chaque visage que je croisais me rappelait la vie que j'avais construite sans eux. Une vie d'indépendance, de paix, de victoire personnelle. Et chaque pas me rapprochait de l'inévitable question, étais-je prête à tout démanteler? À replonger dans un monde empoisonné par la tromperie, simplement parce que le sang coulait dans leurs veines? Je rentrais chez moi en silence. Le vrombissement des moteurs accompagnait en sourdine ma tempête de pensées. Je me garais devant l'appartement où j'avais emménagé après avoir quitté la maison familiale. Ce refuge d'une chambre que j'avais fortifié de mes propres mains, brique par brique, métaphoriquement. Je m'arrêtais devant la porte, téléphone à la main, et fixais l'écran comme si j'attendais la réponse. Mais aucun regard ne put transformer les sanglots de ma mère en pardon ni ses supplications en absolution. À l'intérieur, j'ai enlevé mes chaussures et me suis laissé tomber sur le bord de mon canapé, le ruisseau familier des sources m'accueillant comme un vieil ami. J'ai envoyé un SMS à mon assistante pour annuler les réunions du lendemain et j'ai désactivé les notifications,
me coupant du monde qui exigeait mon attention immédiate. J'avais besoin de temps pour décider si mon cœur était encore capable de supporter leur enchevêtrement désastreux ou si j'allais à nouveau renforcer mes limites, éliminant tout vestige du passé. Je fixai la photo encadrée sur la cheminée, une photo de Jonas enfant, souriant, les joues tachées de chocolat, et de Camilla à ses côtés, les bras autour de ses épaules. J'avais pris cette photo lors d'une fête d'anniversaire bien avant tout cela, avant d'apprendre que leur rire pouvait me trahir. J'ai suivi leur visage du regard, la familiarité de l'image se transformant en quelque chose d'inconnu et de douloureux. J'ai fermé les yeux et laissé le souvenir s'estomper. Quelque part au-delà de ces murs, mon frère et mon ex-fiancé attendaient que je choisisse. Vengeance ou pitié, vengeance ou rédemption. Je ne savais pas quel chemin j'allais emprunter, mais tandis que l'obscurité s'installait dans le salon, je fis le vœu silencieux de ne pas les secourir inconditionnellement, ni de les condamner sans réfléchir. Je soupèserais leur dette face à leur tromperie, leur complaisance face à leur passé, et je parviendrais à un verdict qui ne leur permettrait plus de briser ma paix. Et, cette fragile résolution tremblant en moi, j'éteignis les lumières et m'avançai dans l'incertitude de la nuit, incertain de la direction que j'emprunterais le lendemain. Revenons 5 ans en arrière. Il y a 5 ans, j'étais un homme amoureux, aveuglément, follement et totalement dévoué. Je m'appelle Gavin Hall, et à l'époque, je croyais aux fins heureuses. Je croyais qu'il fallait construire une vie avec quelqu'un qui partageait nos rêves, qui murmurait notre nom comme une promesse. Cette personne, c'était Camilla. Nous nous sommes rencontrés à la fac, en première. C'était la fille à l'esprit vif de mon cours d'économie qui me devançait toujours dans les débats. Des yeux confiants, désarmants, pétillants de malice. Je n'avais aucune chance. Nous avons commencé comme rivaux, puis sommes devenus inséparables. Elle riait de mes mauvais jeux de mots, écoutait quand je me plaignais de la vie, me mettait au défi quand je jouais la sécurité. Quand j'ai décroché mon premier vrai travail après l'obtention de mon diplôme, elle m'a fait la surprise d'un week-end à la côte. Lorsqu'elle a réussi son permis, je lui ai organisé une fête avec tous ses plats préférés, même les plus étranges qu'elle savait que je détestais. Nous avons construit un rythme, un avenir. J'étais sûr d'elle, tellement sûr. J'ai commencé à économiser pour une bague avant même qu'elle n'en fasse allusion. Nous étions ensemble depuis 5 ans quand je l'ai demandé en mariage. Rien de grandiose, juste un dîner tranquille, sa chanson préférée en fond sonore, les bougies vacillant comme la promesse que j'avais dans la poitrine. Elle a pleuré et a dit oui avant même que j'aie fini ma phrase. Ce soir-là, allongée à côté d'elle dans son lit, elle a murmuré « Tu es ma maison, Gavin ». Je l'ai cru. J'aurais préféré ne pas l'avoir fait. Avance rapide jusqu'à la nuit de nos fiançailles. Le jardin brillait de lanternes et de rires. Des guirlandes lumineuses entouraient les vieux érables. Une douce musique flottait dans l'air. Des tables étaient garnies de plateaux de shakers et des bouteilles de vin aux étiquettes personnalisées annonçant « G » et « C ». L'éternité commence maintenant. Mes amis, sa famille, nos collègues, tous ceux qui nous étaient chers étaient là, levant leurs verres, racontant des anecdotes et célébrant le début de ce que je croyais être le prochain chapitre d'une histoire d'amour parfaite. Vers 22h45, mon téléphone a vibré dans ma poche. Un appel professionnel que j'attendais d'un investisseur potentiel étranger. Je me suis excusé et me suis dirigé vers la maison d'hôte où je pouvais prendre l'appel en toute tranquillité. C'était un petit chemin à travers le jardin bordé de pétales de roses que Camilla avait insisté pour garder. Je me souviens avoir souri. Elle avait toujours le sens du détail. L'appel a abouti. J'ai répondu, parlé brièvement, puis demandé à mon interlocuteur de patienter un instant pendant que je franchissais la porte latérale. C'est là que je l'ai entendu. Un léger halètement suivi d'un rire que je connaissais trop bien. Le rire de Camilla. Je fis un pas de plus. Un seul. Et ils étaient là. Dans l'étroit couloir menant à la salle de bain, rétro-éclairé par une douce lampe, se tenaient Camilla et mon jeune frère Jonas. Il était penché vers elle, lui enlaçait la taille. Ses doigts agrippaient le col de sa chemise. Leurs bouches étaient serrées l'une contre l'autre, me coupant l'air des poumons. Je me figeai. Mon corps refusait de bouger. Mon cerveau ne parvenait pas à le traiter. J'ai dû rester là 5 secondes entières, à regarder. Une partie de moi espérait, priait pour que je me méprenne, que ce soit une horrible blague, que ce n'était pas ce que ça semblait être, mais c'était le cas. Ils ne m'avaient pas remarqué au début. Ils étaient tellement amoureux l'un de l'autre. Je voyais la façon dont son corps se pressait contre le sien, la facilité,
la soif. Ce n'était pas nouveau. Ce n'était pas une erreur unique. C'était répété, familier. Lorsqu'ils levèrent enfin les yeux, Camilla halta. Ses mains se portèrent à sa bouche. Jonas recula comme un boycotteur de bonbons, mais il n'y avait aucune innocence dans ses yeux, seulement de la panique. Gava, commença-t-il. Je me retournai. Je ne dis pas un mot. Je n'en avais pas besoin. Mon silence était plus criant que n'importe quelle explosion. Je sortis, la porte grinçant derrière moi en la refermant, et les bruits de célébration résonnaient encore au loin. Quelque part, des gens trinquaient en notre honneur. Quelque part, quelqu'un portait un toast à l'amour et à la loyauté. Je ne retournai pas. Je ne fis pas de scène. Je ne lançai pas un coup de poing. Je passai devant les lumières, la musique et les visages souriants, je montai dans ma voiture et je démarrai. Je ne me souviens même pas de mon arrivée à l'hôtel. Je me souviens juste d'avoir fixé le plafond ce soir-là, essayant de comprendre le foutu chaos que ma vie venait de devenir. Mon téléphone sonna sans arrêt pendant les 2 jours suivants. Appels, messages vocaux, messages. Je les ignorais tous. Je ne voulais pas d'excuses. Je ne voulais pas d'excuses. J'aurais voulu me réveiller et réaliser que tout ça n'était qu'un mauvais rêve, mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Le 3e jour, j'ai enfin vérifié mes textos de Jonas. Désolé, mon pote. Ce n'était pas prévu, mais on est amoureux. De Camilla, tu es incroyable, Gavin, mais mon cœur est avec Jonas. Essaie de comprendre. Comprendre? Comprendre que mon fiancé couchait avec mon frère dans mon dos. Comprendre que chaque « je t'aime », chaque projet d'avenir était un mensonge. Que la personne en qui j'avais le plus confiance avait confié la clé de mon cœur à quelqu'un à qui j'avais appris à nouer une cravate. J'ai regardé les messages jusqu'à ce que mes yeux me brûlent, jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Jusqu'à ce que la bile dans ma gorge me donne envie de crier. Mais je n'ai pas crié. Je n'ai pas répondu. J'ai juste éteint mon téléphone, je l'ai jeté par terre dans la chambre d'hôtel et je me suis allongé sur le creux du lit. Cette nuit-là, j'ai réalisé quelque chose de douloureux. Je n'avais pas seulement perdu Camilla. Je n'avais pas seulement perdu mon frère. J'avais perdu mes fondations. La conviction que l'amour avait un sens, que l'on pouvait compter sur la loyauté. Le monde ne s'était pas effondré sous le coup du tonnerre ou du chaos. Il s'était effondré silencieusement, au gré de doux gémissements dans un couloir et de messages lâches de gens trop égoïstes pour comprendre les dégâts qu'ils avaient causés. Et tandis que je fixais le silence de cette chambre d'hôtel, je savais que le Gavin Holt qui était entré à cette fête de fiançailles n'en ressortirait plus jamais. L'air, ce soir-là, était chargé de rire, de chaleur et de verres qui trinquaient. Si je ferme les yeux, je l'entends encore. La musique qui résonnait dans les enceintes de la terrasse, le doux bourdonnement des conversations festives, et le flash des appareils photos qui captaient le rire de Camilla tandis qu'elle se penchait vers moi pendant notre toast. Tout le monde était venu célébrer notre amour. Il apportait des cadeaux emballés dans du papier d'aluminium doré, leurs sourires éclatants, leurs yeux reflétant l'espoir et l'admiration. Mais j'ai quitté cette fête tranquille. Plus aucune trace de cet homme en moi. Quand je suis sorti de la maison d'hôte ce soir-là, après avoir vu ce que j'avais vu, mon corps a réagi par instinct. Ni colère, ni même chagrin, juste l'envie primaire de fuir. Je ne voulais pas crier. Je ne voulais pas me battre. Je ne voulais pas rester assez longtemps pour qu'il remarque la trahison gravée sur mon visage. Je me suis éclipsé comme un fantôme, invisible et inaperçu, tandis que la fête faisait rage à quelques mètres de moi. Je n'ai même pas attrapé mon manteau, juste mes clés et mon portefeuille, la dignité ne tenant qu'à un fil. J'ai conduit sans direction, les articulations du volant largement collées, chaque respiration courte et saccadée. Un hôtel près du centre-ville est devenu mon refuge. Je me suis enregistré d'une voix robotique, évitant tout contact visuel, refusant même la bouteille d'eau offerte à la réception. En entrant dans la chambre, je n'ai pas allumé les lumières. J'ai tout laissé tomber par terre et suis resté assis dans le noir pendant des heures. Le genre d'obscurité qui vous serre la peau, s'accroche à vos pensées et amplifie chaque battement de cœur jusqu'à ce qu'on ait l'impression qu'il va vous percer la poitrine. Le sommeil n'est pas venu cette nuit-là, seulement des éclairs. Ses mains dans ses cheveux, sa main sur sa taille. La façon dont leurs corps se courbaient l'un vers l'autre, comme un langage qu'on ne m'avait jamais appris. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Peut-être que mon cœur n'avait pas encore rattrapé son retard.
Peut-être qu'il était encore debout dans ce couloir, attendant qu'il remarque le monde qu'il venait de briser. Le premier appel est arrivé vers minuit. Camilla, je l'ai coupé. Puis Jonas a décliné. Mon téléphone est devenu un rappel pulsé de tout ce que j'avais perdu. Je l'ai éteint et posé face contre terre sur la table de nuit, comme si cela pouvait retenir la vague qui allait sûrement arriver. Mais on ne peut pas se cacher de ceux qu'on aime prononcer son propre nom. Pendant 2 jours, je suis resté enfermé dans cette chambre d'hôtel. Je n'ai rien commandé à manger. Je n'ai répondu à aucun appel. J'ai juste regardé le plafond et attendu que la tempête en moi se calme. Mais ce ne fut pas le cas. Elle s'est intensifiée. Ça s'est durci. Ça a commencé à se transformer en quelque chose de plus froid que la douleur et la clarté. Le 3e matin, la curiosité a pris le dessus. J'ai rallumé mon téléphone. Il s'est allumé comme une machine à sous. 17 appels manqués, 32 SMS. Quelques-uns venaient d'amis communs. Une poignée du cousin de Camilla, mais la plupart venaient des 2 personnes qui m'ont entraîné dans cet enfer. Le premier SMS que j'ai ouvert était de Jonas. Je suis désolé, mon pote. Ce n'était pas prévu, mais on est amoureux. Cette phrase ne m'a pas frappé. Elle a tranché lentement. Une lame de chirurgien sur chaque souvenir que nous avons partagé. Jonas, le gamin que je protégeais dans la cour de récréation, celui à qui j'ai appris à conduire, celui avec qui je suis resté éveillé après sa première rupture, il avait écrit ça comme si on négociait un malentendu, pas une trahison. Puis le message de Camilla. Tu es incroyable, Gavin, mais mon cœur est avec Jonas. Essaie de comprendre. Essaie de comprendre. Comprendre quoi? Qu'elle soit tombée amoureuse de mon frère en faisant semblant d'organiser un mariage avec moi. Chaque « je t'aime » me murmurait-elle à l'oreille le soir, n'était qu'un leurre. Qu'elle se soit tenue à mes côtés ce soir-là, prenant des photos, posant avec la bague de fiançailles pour laquelle j'avais dépensé 3 salaires, sachant pertinemment que quelques heures plus tôt, elle avait embrassé quelqu'un d'autre. Mon estomac se retourna. Je me dirigeai vers la salle de bain de l'hôtel, m'agrippai au bord du lavabo et me fixai dans le miroir comme si je cherchais la personne que j'étais. Et je ne le trouvais pas. Mon visage était le même, un peu plus foncé peut-être, mais rien d'autre ne me semblait familier. La trahison ne fait pas que blesser. Elle vous réorganise. Elle vous apprend de nouvelles règles d'amour, de confiance, de famille. Elle vous fait repartir de zéro. Je n'ai pas répondu au message. Que pouvais-je dire qui aurait compté? Que pouvais-je dire qui ne me rabaisserait pas? Au lieu de cela, j'ai quitté l'hôtel cet après-midi-là et je suis rentré chez moi. Pas pour guérir. Non, je n'étais pas prêt pour ça. Je suis retourné rassembler mes affaires pour clore un chapitre dont je n'avais pas réalisé la fin. Et c'est là que j'ai compris. La fête n'était pas une célébration. Pas pour moi. C'était un enterrement. Un enterrement pour celui que je croyais être. Un enterrement pour l'avenir que je construisais. Pour le frère que j'adorais. Pour la femme que j'avais aimée. Ce soir-là, tandis que tout le monde levait son verre et nous souhaitait le bonheur, il portait inconsciemment un toast à la mort de quelque chose d'irremplaçable. Les SMS n'ont pas cessé pendant quelques jours. Certains suppliaient, d'autres se justifiaient. Quelques-uns ont même essayé de dire que le moment était mal choisi, qu'ils ne voulaient pas faire de mal. Mais l'amour qui brise quelqu'un n'est jamais anodin. Et la trahison qui s'accompagne d'un sourire est plus cruelle que la haine. Finalement, ils ont cessé de me tendre la main. J'imagine qu'ils pensaient que je finirais par changer d'avis, que je pardonnerais et oublierais, que les liens familiaux prendraient le dessus. Ils ne me connaissaient plus. Peut-être ne me connaissaient-ils jamais. À la fin de la semaine, je les avais tous les 2 supprimés de tous les comptes, bloqués sur toutes les plateformes, réduit la liste des invités en miettes et annulé la réception. J'ai emballé tout ce que Camilla avait laissé chez moi dans un seul carton et je l'ai déposé devant ma porte avec un post-it disant simplement « Ne reviens pas », il n'y a eu ni cérémonie, ni explication, juste le silence. Et dans ce silence, j'ai finalement expiré. Je n'étais pas rentré depuis 2 semaines quand j'ai entendu frapper. J'étais encore en train de rassembler les morceaux de moi-même, de les trier pour en faire quelque chose qui ressemble à la vie. Les stores étaient baissés, mon téléphone en mode silencieux et mon cœur confiné. Alors, quand ce coup a résonné dans l'appartement, c'est qu'est sans complexe, j'ai su avant même d'ouvrir que ce serait eux. Je ne m'attendais pas à voir toute la famille. Ma mère se tenait devant, tenant un plat à gratin,
comme si c'était une visite dominicale. Mon père se tenait à côté d'elle, l'expression calme et indéchiffrable comme toujours. Derrière eux, épaule contre épaule, se trouvaient Jonas et Camilla. Et sur le côté, près de la fougère en pot que j'oubliais d'arroser, se trouvait tante Rowena. Les bras croisés, le sourire hésitant, mais présent. Elles avaient toutes l'air si normales, comme si de rien n'était, comme si je n'avais pas été étripée vivante par les deux. Personne qui se tenait maintenant si nonchalamment sur le pas de ma porte. Je ne dis rien. Je restais simplement dans l'embrasure de la porte qui refroidirait sous mes doigts, la tenant ouverte tandis que ma mère disait, « Gavin, mon chéri. Nous avions apporté à manger. On peut entrer ?» J'avais envie de claquer la porte. J'avais envie de crier, de m'engueuler et de m'emporter. Mais plus que ça, je voulais savoir pourquoi. Pourquoi diable pensait-il que c'était acceptable, alors je me suis écarté. Je n'ai pas parlé. J'ai juste bougé. Elles sont entrées comme un défilé d'affection déplacée. Ma mère est allée directement à la cuisine comme si elle y vivait encore, posant le plat sur le comptoir avec une sorte de finalité pleine d'espoir. Mon père m'adressa un bref signe de tête, le genre qu'il faisait toujours lorsqu'il était mal à l'aise. Jonas et Camilla restaient près de la porte, les yeux baissés comme des enfants attendant qu'on les appelle en classe. Et Rowena me tapota doucement le dos, comme si c'était moi qui avais fait une erreur, mais elle m'aimait quand même. Je m'appuyais contre le mur et les regardais s'installer à chaque seconde, pressant plus fort contre ma poitrine. On pensait que ce serait mieux, ma mère commença à s'asseoir et à parler de tout en famille. Une famille, répétai-je d'un ton neutre en croisant les bras. Choix de mots intéressants. Elle tressaillit. Je sais que ça a été dur. Art. Ai-je craqué avant de pouvoir me retenir? Art perd ton travail. Art reconstruit après une inondation. C'est ce qu'ils ont fait. C'était une trahison. Jonas s'avança d'une voix douce. Gav, je ne voulais pas que ça arrive comme ça. On n'avait pas prévu ça. Non, dis-je en le pointant du doigt. Ne m'insulte pas avec cette phrase éculée. Si ça avait été un baiser, un raté. Camilla leva alors les yeux brillants. Gavin, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Tu ne m'as pas juste fait du mal. J'ai dit, tu as détruit ce qu'on avait, ce qu'on construisait. Et maintenant, tu te tiens là, à côté de mon frère, comme si j'étais un simple galop d'essai. Vous avez tous les deux tué quelque chose pour lequel j'ai tout donné. Mon père s'est éclairci la gorge. On sait que c'était difficile, mais ils sont ensemble maintenant. Ça fait 2 semaines et 2 semaines. J'ai interrompu. Tu essaies sérieusement de chronométrer mon chagrin? Y a-t-il un tableau que j'ai raté qui dit que la trahison expire dans 14 jours? Ma mère s'est interposée entre nous. Les mains tendues comme un arbitre. Gavin, s'il te plaît. On ne dit pas que ce n'était pas mal. Mais Camilla et Jonas, ils étaient faits l'un pour l'autre. Ils l'ont juste compris tard. Fait l'un pour l'autre. Ces mots ont résonné à mes oreilles comme un vœu de mariage tordu. Fait l'un pour l'autre. Comme si l'amour effaçait la trahison. Comme si le destin justifiait la cruauté. J'ai ri, non pas par humour, mais par incrédulité. Alors, qu'est-ce que je suis alors? Le détour? L'espace réservé jusqu'à ce qu'il le découvre. Tu dramatises, dit mon père en s'asseyant comme si la conversation n'était qu'une formalité. On fait tous des erreurs. Je le fixai du regard. Vraiment. Mon père, celui-là même qui m'avait inculqué la discipline et l'honneur quand j'étais petite, considérait maintenant cette trahison comme une erreur. Comme si Jonas avait renversé du jus sur le tapis au lieu de me voler mon avenir. Vous êtes tous incroyables, murmurai-je. Et Rowena, Dieu la bénisse, essaya d'adoucir le moment. Gavin, je sais que ça fait mal. Mais parfois, la vie nous mène là où on ne s'y attend pas. Peut-être que c'est pour le mieux. Pour le mieux, répétai-je en élevant la voix. Le mieux pour qui? Et pour eux. Pour cette famille qui était restée là sans rien faire pendant qu'ils me plantaient un couteau dans le dos. Personne ne dit un mot. Le silence s'étendit dans la pièce, une pression s'exerçant contre les fenêtres et les murs. Je me tournai vers Jonas. As-tu seulement pensé à ce que ça me ferait? T'as-tu traversé l'esprit cette nuit-là? Ou espérais-tu juste que je ne la prenne qu'après la lune de miel? Il regarda. Je suis redescendu. Je ne voulais pas tomber amoureux d'elle.
C'est arrivé comme ça. Non, j'ai dit que tu avais choisi ça. Tu l'as choisi. Tu as choisi de mentir. Ne me dis pas que c'est arrivé comme ça, comme si tu avais trébuché et étais tombé dans ses bras. Camilla s'est approchée et a tendu la main. Gavin, s'il te plaît. J'ai reculé d'un pas. Ne me touche pas. La pièce était redevenue silencieuse et, l'espace d'un instant, j'ai regretté de ne pas avoir ouvert la porte. J'aurais pu les laisser dehors. Le plat refroidissait. Des excuses coincées entre leurs dents. Mais maintenant, debout ici, j'étais certain d'une chose. Ils ne sont pas venus s'excuser. Ils sont venus normaliser la situation. Pour faire de moi l'injuste, pour tout balayer sous le tapis au nom de la famille. Mais je n'allais pas les laisser faire. Je me suis redressé. Voix calme mais ferme. Tu dois tous te quitter. Gavin, a commencé ma mère. Non, tu n'as pas le droit de pleurer sur le pas de ma porte et d'attendre le pardon comme si c'était dû. Pas cette fois. Tu as fait ton choix. Maintenant, laisse-moi vivre avec. Le mien. Jonas semblait sur le point de dire quelque chose, mais je me suis retourné et j'ai ouvert la porte. Le message était clair. Un par un, ils sont sortis. Ma mère en pleurs, mon père impassible. Tante Rowena, la tête baissée, Jonas, la culpabilité dans la démarche, et Camilla, qui m'a regardé une dernière fois. J'ai fermé la porte avant que nos regards ne se croisent. Et pour la première fois depuis cette nuit-là, j'ai respiré. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas vraiment. Je suis resté allongé sur le canapé, le même que Jonas m'avait aidé à emménager dans cet appartement 5 ans plus tôt, les yeux fixés sur le ventilateur de plafond qui tournait lentement au-dessus de ma tête. Je n'arrêtais pas de penser aux paroles de mon père. Ne ruine pas la famille pour une seule erreur. Une seule erreur. C'est ainsi qu'il l'a formulé. Comme Jonas qui trébuche sur le trottoir. Comme Camilla qui envoie un SMS au mauvais numéro. Un instant d'inattention. Un faux pas. Ni intentionnel ni dévastateur. Ni quelque chose qui défigurait ma vision de l'amour, de la loyauté, ni mon propre reflet dans le miroir. Au lever du soleil, j'ai fait mes valises. Pas grand-chose. Juste ce que je pouvais porter. J'habitais cet appartement depuis assez longtemps pour me sentir comme à moi. Mais en vérité, j'avais envie d'un peu d'air frais. Je voulais un endroit sans l'odeur de Camilla dans les coussins ni ses photos enfouies dans les tiroirs du bureau. J'ai laissé derrière moi la photo encadrée de nous et Santorini, celle qu'elle appelait autrefois sa préférée. Je n'avais pas besoin qu'on me rappelle comment on souriait, dos aux falaises et aux mensonges. À midi, j'ai rendu les clés à mon propriétaire et signé un bail pour un loft d'une chambre à l'autre bout de la ville. Plus petit, plus ancien, mais plus calme. Personne ne connaissait l'adresse à part moi. Et c'était comme ça que je le voulais. Plus tard dans la journée, je me suis assis par terre dans mon nouvel appartement, entouré de cartons déballés et d'une unique lampe. J'ai tenu mon téléphone à la main un long moment avant de faire ce que j'aurais dû faire depuis des mois. Je les ai tous bloqués. Jonas, Camilla, maman, papa, même tante Rowena. Non par méchanceté. Non pas pour punir qui que ce soit, mais parce que le silence était le seul morceau qui me restait, et j'en avais l'intention. Pour le protéger comme une porte verrouillée. Ils ont quand même essayé de me joindre, bien sûr. Camilla m'a envoyé des emails depuis une nouvelle adresse. Jonas a utilisé des numéros prépayés. Ma mère m'a envoyé des lettres manuscrites, les déposant à mon bureau comme des bombes d'amour, espérant que j'en désamorce une. Mais je ne les ai jamais ouvertes. J'avais compris que la fin ne se recevait pas. C'était quelque chose qu'on construisait soi-même. J'ai jeté les faire-part de mariage dès leur arrivée. Des cartes couleur crème au bord doré avec les initiales C et J en relief. Pas de photos, juste une écriture formelle et une date qui trahissait chaque cellule de mon corps. Je n'ai pas hésité, je les ai simplement passées à la déchiqueteuse et je les ai regardés disparaître en lambeaux, comme les derniers fils d'une vie que je ne possédais plus. Une semaine avant le mariage, j'ai reçu une livraison anonyme à mon bureau. Une petite boîte. À l'intérieur se trouvait une pince à billets en argent gravée pour mon témoin, j'ai. Je l'ai fixée pendant 10 bonnes minutes, sentant la chaleur dans ma poitrine se transformer en une flamme en fusion. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je suis simplement sorti dans la ruelle. Derrière le bâtiment, je l'ai jeté contre le mur de briques jusqu'à ce qu'il se brise comme une coquille.
Ce fut le jour où j'ai vraiment tout enterré. Je n'ai plus eu de nouvelles. J'ai changé de numéro. J'ai supprimé notre cloud partagé où nous déposions photos de voyages et playlists. J'ai effacé toute trace. C'était comme une amputation émotionnelle. Nécessaire, brutale, définitive. Dans les mois qui ont suivi, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Je ne me suis pas effondré. Je n'ai pas plongé. J'ai vécu. Le travail est devenu mon point d'ancrage. Je me suis investi pleinement dans mon activité secondaire. Une start-up technologique que j'avais lancée comme un projet de week-end. Je l'ai rapidement développée. J'ai trouvé un associé. Nous avons créé une application qui résolvait de vrais problèmes. J'ai eu de la presse, j'ai levé des fonds. Mon agenda s'est rempli. Mes mains sont restées occupées, petit à petit, mon esprit aussi. J'ai recommencé à courir. Non pas par désespoir, mais par discipline. Chaque matin, avant le lever du soleil, je me lançais sur le bitume. 8 kilomètres, parfois plus. J'aime ce rythme. Le martèlement solitaire de mes pieds sur l'asphalte, l'air froid qui me remplit les poumons. C'était honnête. Chaque souffle gagné, chaque kilomètre prouvait que je pouvais encore avancer. J'ai eu quelques rendez-vous. Rien de sérieux. Quelques dîners, quelques rires polis, un baiser de temps en temps pour dire bonne nuit. Mais je n'étais pas prête. Pas vraiment. Je n'avais pas peur de l'amour, mais j'en avais assez d'en donner à ceux qui ne l'avaient pas mérité. La confiance était devenue sacrée, une chose lente, prudente et rare. Et pourtant, il y avait des moments. Des moments où j'entendais un rire qui ressemblait au sien dans un café bondé. Où je voyais un frère aider son cadet à nouer une cravate dans un grand magasin et je sentais une pression dans ma poitrine. Des moments où je me demandais si, d'une manière ou d'une autre, les choses auraient pu se passer différemment. Mais ces moments passaient, je les laissais passer, comme de la fumée par la fenêtre. Parfois, la guérison ne se fait pas en criant. Elle ne se fait pas par des discours ou des déclarations théâtrales. Parfois, la guérison consiste simplement à se réveiller, à préparer un café, à répondre à des emails et à se rappeler que la douleur ne vous a pas tué. Les mois se sont transformés en une année. Le silence s'est prolongé comme une bénédiction que je n'avais pas reçue. Un sentiment mérité, mais profondément apprécié. Puis, un jour, alors que je terminais une réunion en ville, j'ai aperçu une silhouette familière dans la foule. Camilla, les cheveux plus courts, les vêtements froissés. Elle traversait la rue, serrant un sac à emporter, et regardait par-dessus son épaule comme si elle craignait d'être suivie. Elle ne m'a pas vu, et je ne l'ai pas appelée. Je l'ai juste regardée s'éloigner. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni désir, juste du soulagement. Je me suis retourné et j'ai marché dans la direction opposée, la ville bourdonnant autour de moi, un vent chaud me caressant le visage. Ce fut le jour où j'ai enfin compris. Je n'avais pas simplement quitté ma famille. J'étais allé vers moi-même. Il y a une sorte de paix qui vient après la destruction. Pas la douce et indulgente. Non, cette paix se mérite, se construit. C'est le silence qui s'installe une fois les décombres déblayés. Quand on se tient pieds nus dans les cendres de la vie qu'on croyait construire et qu'on réalise qu'on respire encore. Voilà à quoi ressemblaient ces années. Silencieuses, immobiles, mais pleines de mouvements sous la surface. Après avoir coupé les ponts avec ma famille, je m'attendais à ce que le regret s'insinue. Je pensais me réveiller au milieu de la nuit en me demandant si j'étais allé trop loin, si j'aurais au moins dû répondre à une lettre de ma mère. Mais ce sentiment ne m'est jamais venu. Pas une seule fois. Ce qui m'est venu, c'est la clarté. J'ai emménagé dans mon nouvel appartement avec seulement une valise, un ordinateur portable et une cafetière. C'est tout. L'espace était petit, mais il était à moi. Des lignes épurées, une lumière chaleureuse, le genre d'endroit où je pouvais m'entendre penser. Pas de tableau au mur, pas d'écho de rire qui n'avaient plus leur place. Juste des murs nus dans le bourdonnement de ma propre guérison. Chaque jour, je me levais tôt. Pas de réveil. Mon corps s'adaptait au rythme des responsabilités. Je prenais une douche, je lassais mes baskets et je me lançais sur le trottoir pendant que le reste de la ville bâillait encore. Il y avait quelque chose dans ces premières heures, l'air frais, le vide des rues qui ressemblait à une promesse. Une promesse qui peu importe à quel point les choses allaient mal, j'avais encore du temps. J'avais toujours le contrôle. Mon travail prospérait.
La start-up technologique que j'avais développée en coulisses quand j'étais encore avec Camilla est devenue ma principale préoccupation. Je passais des heures à peaufiner le code, à présenter mes projets à des investisseurs et à tester des prototypes. C'était méticuleux, souvent frustrant, mais cela m'a apporté quelque chose que je n'avais pas eu depuis longtemps, un but sans distraction. Le plus drôle, c'est que lorsqu'on arrête de chercher à prouver sa valeur à des gens qui ne nous ont jamais vus, on commence à construire des choses pour de vrai. Je n'avais pas besoin de l'approbation de mon père. Peu m'importait que Jonas ou Camilla voient l'application mentionnée sur un blog ou dans une newsletter d'investisseurs, mais je laissais mon profil LinkedIn ouvert, juste assez public, au cas où quelqu'un voudrait voir ce que j'étais devenu. Et je suis aussi devenu plus physique. J'ai perdu 7 kg, pris du muscle, commencé à cuisiner. Pas des plats surgelés, mais de vrais repas. J'ai appris à mariner du poulet, à couper des légumes comme si je n'étais pas pressé. Voilà. Était quelque chose de thérapeutique dans le grésillement de l'ail dans une casserole. La façon dont la nourriture pourrait remplir un espace sans avoir besoin de parler. Je suis sorti avec parcimonie de quelques femmes qui étaient gentilles, engageantes, mais je ne cherchais pas une relation. Je cherchais moi-même. J'essayais de voir si je pouvais rire sans culpabilité, si je pouvais être touché sans tressaillir. Une femme, Kelsey, est restée pendant quelques mois. Elle était réfléchie et directe. Je lui ai tout dit, pas à la fois, mais progressivement. Elle n'a jamais essayé de le réparer, a juste écouté. Finalement, elle a posé la question, les autres ont dansé. Moi je pensais que je porterais cette colère pour toujours comme une marque sur mon âme. Mais avec le temps, il s'estompa. J'ai réalisé que la détester avait pris de l'énergie que je pouvais utiliser pour de meilleures choses. Elle a fait son choix et j'ai fait le mien. Je pourrais vivre avec ça. Jonas, eh bien, cette blessure a guéri plus lentement. Non pas à cause de la trahison elle-même, mais à cause de ce qu'elle représentait. Il n'était pas seulement mon frère. Il était censé être la seule personne qui ne se retournait jamais contre moi. Et pourtant, il l'a fait. Il y a quelque chose de permanent de réaliser que le sang ne garantit pas la loyauté. Que certaines personnes vous regardent dans les yeux et choisissent toujours de vous blesser. J'ai essayé la thérapie pendant un certain temps, non pas parce que j'étais brisé, mais parce que je voulais donner un sens à mon silence. Le thérapeute, un homme plus âgé à voix lente et les yeux patients, m'a demandé très tôt, à quoi ressemblerait le pardon pour vous? J'ai dit, cela ressemblerait à la paix. Pas la réconciliation, pas les câlins, juste la paix. Il sourit, hocha la tête et dit, ensuite, nous y travaillerons. Et nous l'avons fait. Session par session, j'ai appris à maintenir la douleur sans le laisser me rouler. J'ai appris que les limites n'étaient pas des murs. C'étaient des portes avec des serrures. Et j'ai pu choisir qui avait une clé. Au fil du temps, j'ai trouvé que les années calmes n'étaient pas si silencieuses après tout. Ils étaient bruyants avec une transformation. Avec croissance. Avec le son d'un homme reconstruisant la brique de brique, apprenant non seulement comment survivre sans sa famille, mais comment prospérer. Je me suis habitué au silence, je l'ai embrassé. Je rentrerais à la maison après une longue journée, je versais un verre de vin et je m'asseyais près de la fenêtre tandis que les lumières de la ville scintillaient. Pas d'appel de Jonas. Pas de textes agressifs passifs de ma mère, juste de l'immobilité. Puis la semaine dernière est venu l'appel. Mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. Je n'ai presque pas répondu, mais la curiosité est une chose amusante. J'ai ramassé à moitié en attendant un argumentaire de vente ou un mauvais numéro. Gavin. La voix était douce, tremblante. J'ai gelé. C'était ma mère. Je n'avais pas entendu sa voix depuis des années, mais certains sons se sont gravés dans vos os. Elle pleurait, respirait inégalement, comme si elle essayait de se tenir avec une pure volonté. S'il vous plaît, ne raccrochez pas, murmura-t-elle. Je n'appellerai pas si ce n'était pas grave. Ma mâchoire s'est resserrée. Je n'ai pas parlé. Jonas et Camilla, elle a dit qu'ils étaient en difficulté. C'est vraiment mauvais. Prêts, dettes, ennuis juridiques. Tout s'effondre. Nous avons besoin de votre aide. Elle a dit que nous aimons que je faisais toujours partie de l'unité. Comme le temps n'était pas passé, comme s'ils ne m'avaient pas enterré quand ils se sont cueillis. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste regardé le mur, le cœur stable. Pas de panique, juste un buzz terne dans mon esprit. Nous n'avons personne d'autre, a-t-elle dit. J'ai respiré lentement,
contrôlé, et j'ai dit, j'y penserai. Ensuite, j'ai raccroché, pas par dépit, non pas parce que je voulais qu'il souffre, mais parce que j'avais besoin d'un moment pour décider si la paix signifiait rester silencieuse ou dire non à haute voix. Je n'ai pas dormi la nuit après l'appel. Je me suis assis dans mon appartement avec les lumières de la ville vacillant contre le verre, regardant les ombres se déplacer sur le sol comme s'ils transportaient de vieux souvenirs sur le dos. La voix de ma mère résonnait encore dans mes oreilles. Doux, cassé, mendiant. Ils ont fait des erreurs, Gavin. Mais ils sont de la famille. Famille? Ce mot signifiait quelque chose. Maintenant, c'était comme une chaîne que quelqu'un continuait d'essayer de fixer autour de mon cou. Ils avaient besoin de 85 000 $. Pas une petite faveur, pas quelques milliers pour les faire passer. 85 000 $ pour les déterrer de tout gâchis dans lequel ils s'étaient fait. Prêt, menaces juridiques, dettes. Le genre de personne en spirale n'admet généralement pas à moins que leur dos ne soit contre le mur et que leurs mains soient déjà sorties. Et apparemment, ils lui envoient ma mère comme messager. Trop honteux de m'appeler eux-mêmes. Ou trop arrogant pour croire que je dirais réellement non. Peut-être qu'ils pensaient que le temps m'aurait adouci. Ce succès aurait pu faire fondre la rancune. Cela parce que j'avais l'air bien sur le papier, un nouvel appartement, une entreprise rentable, des épaules au carré. Ils pourraient supposer que je suis devenu généreux. Ils ont mal calculé. Quand je l'ai finalement rappelé le prochain après-midi, ce n'était pas par obligation. C'était par curiosité. J'avais besoin d'entendre les détails. J'avais besoin de savoir jusqu'où ils étaient tombés. Elle a répondu sur le premier anneau. Gavin, dit-elle, à bout de souffle, comme si elle était assise avec le téléphone à la main depuis la dernière fois que nous avons parlé. J'ai besoin de clarté, dis-je calmement. Pourquoi sont-ils exactement en difficulté? Elle a hésité, comme si elle choisissait la quantité de vérité à partager. Ils ont lancé une entreprise l'année dernière. Une marque de style de vie, des vêtements, des bougies, des accessoires, des choses comme ça. Ils y ont tout versé. Jonas a mis le condo. Camilla a pris des prêts personnels. Il a d'abord décollé une poursuite. Les ventes ont séché. Jonas a toujours su hyperter les gens parce qu'ils ont honte. Pardon. Quelque chose, maman. Où était ce mot quand je me tenais seul à cette fête de fiançailles? Quand j'ai emballé ma vie dans des boîtes et m'éloigné de vous tous, quelqu'un est-il venu me vérifier? Quelqu'un a-t-il pensé que je méritais peut-être aussi être pleuré? Il ne savait pas comment, a-t-elle dit, ressemblant à ce qu'elle saigne. Ils avaient peur et jeune. C'était désordonné. Non, j'ai dit que c'était une trahison. Et vous avez tous aidé à le balayer sous le tapis. Et maintenant, parce qu'il se noie, je suis censé revenir et les sauver. Vous pourriez. Sa voix craqua. Vous pourriez être le plus grand homme. Je laisse cela s'asseoir dans l'air pendant un moment. Homme plus grand. C'est toujours ce qu'il demande à la personne qui a été lésée, jamais celle qui a causé les dommages. Celui qui s'est blessé devrait s'élever au-dessus pour distribuer la grâce comme des bonbons pour prouver leur bonté en se mettant en feu pour garder les autres au chaud. Je ne suis pas leur filet de sécurité, dis-je. Et je ne suis pas le guichet automatique qui rend la trahison plus facile de vivre avec. Elle a commencé à pleurer alors. Pleurer vraiment. Le genre qui tremble dans votre tympan et essaie de tirer à la partie de vous qui se souvient encore des berceuses et des bras chauds les jours de maladie. Mais je suis resté silencieux. Laissez ses sanglots suivre leur cours. Quand elle a repris son souffle, elle a dit, vous n'avez pas à tout donner. Juste quelque chose assez pour les empêcher de perdre leur maison. Ils ont joué avec tout. J'ai répondu, ils ne peuvent pas encaisser ma paix. Mon argent est le résultat de limites, de guérison, d'apprendre à vivre sans les gens qui m'ont brisé. Pourquoi devrais-je compromettre cela maintenant? Parce que tu n'es pas comme eux, a-t-elle dit, saisissant ce qu'elle pensait être un compliment. Vous avez toujours été gentil. Vous avez toujours fait la bonne chose. Et c'était peut-être le problème. Peut-être que j'avais passé tellement de ma vie à faire la bonne chose pour les gens qui m'auraient laissé dans le gouttière sans un deuxième coup d'œil. Peut-être que j'ai toujours été le seul à sacrifier, à se plier, à rester silencieux tandis que d'autres dansaient sur le bord de ma générosité. Peut-être que pour une fois, c'était bien de dire non. J'ai pensé aux mains de Jonas sur la taille de Camilla. J'ai pensé au message texte. Ce n'était pas prévu. Mon cœur est avec Jonas. J'ai pensé à mon père m'appelant dramatique.
de l'invitation de mariage avec laquelle je me suis déchiqueté. Il ne restait plus rien à dire. J'ai raccroché. Pas de cris, pas de discours juste un au revoir calme à un chapitre que l'un avait déjà fermé. Je me suis tenu dans le silence après l'appel et j'ai laissé le poids me rouler comme de l'eau hors de l'acier. Je ne leur devais rien. Pas le pardon, pas un chèque, pas une autre seconde de mon énergie. Parfois, le prix de la trahison n'est pas seulement une confiance brisée, son accès perdu. Ils avaient pris tout ce que j'avais offert à bras ouverts, et maintenant ils apprendraient à quoi ressemblait la vie sans elle. Je n'étais pas amer. J'étais libre. Te a commencé par un appel de ma voisine Claudia, le genre de femme qui a tout remarqué. Elle vivait 2 portes depuis 6 ans, dirigeait un jardin et avait des opinions sur les traitements de fenêtres de tout le monde. Elle n'a pas appelé à moins que quelque chose ne soit éteint. Il y a un homme et une femme à l'extérieur de chez vous, dit-elle, sa voix coupée et curieuse. Ils crient votre nom. Les connaissez-vous? J'étais toujours à mon bureau assis en face de mon chef de projet en examinant les commentaires du test bêta sur notre nouvelle application logistique. Les mots de Claudia ne se sont pas inscrits au début. C'est la pause après eux qui a frappé ce coup indubitable lorsque quelqu'un attend une confirmation que leur préoccupation est valide. Mon cœur battant une fois dur. Les talons sont chers et les pleurs. Camilla, debout à ma porte d'entrée. Jonas ressemblait à quelqu'un qui avait dormi dans sa voiture. Ses vêtements étaient ridés et trop lâches, comme s'il avait perdu du poids, il ne pouvait pas se permettre de perdre. Il ne s'était pas rasé depuis des jours et ses yeux étaient creux, hantés. Camilla se tenait à côté de lui, portant un long manteau beige dont je me souvenais. Elle l'avait porté une fois à un gala hivernal que nous avons assisté alors que tout entre nous se sentait encore réel. Maintenant, il traînait autour d'elle comme une armure, se tenant à peine. Ils essayaient d'ouvrir la porte. Jonas le sorta doucement, appelant mon nom. Je me suis garé et je suis sorti, calme et froid, mon expression illisible. Chaque pas vers eux avait l'impression de marcher dans l'eau. Résistance dans chaque muscle. Camilla m'a vu en premier. Ses yeux se sont allumés d'espoir alors qu'elle se précipitait vers la porte. Gavin, dit-elle, la voix craquant. S'il vous plaît, parlez-nous. Je m'arrêtai à quelques mètres de là, les bras croisés. Je n'ai pas déverrouillé la porte. Jonas s'avança, mais plus lent, comme il savait que cela n'allait pas bien se passer. Nous ne serons pas venus si nous avions une autre option. Il y a toujours une autre option, dis-je, ma voix à plat. Vous ne les aimiez tout simplement pas. Les mains de Camilla saisissaient les barres de la porte, les jointures blanches. Nous avons fait des erreurs. Nous savons, mais nous ne sommes pas là pour rouvrir les blessures. Nous avons juste besoin de votre aide. Je me suis incliné légèrement. Papers. It's not just talk. Look, we drew up a contract we are not asking for charity. It's a short-term loan with interest. We'll pay you back every cent you can even review our financial. We brooked everything. He pulled out a thick document and held it up like it was some kind of olive branch. He didn't move. You think this is about money? He asked. Do you think this is about percentage or interest rate? Camilla's voice trembled. We didn't know where else to go. May les parents ont abattu États-Unis. Le crédit de Jonas est détruit et nous sommes confrontés à des jugements de justice. Si nous ne nous installions pas, ils saisiront la maison. Nous avons un bébé en route. Cette dernière ligne a piqué. Cela n'aurait pas dû, mais ça l'a fait. Je l'ai regardé. Cette femme que j'ai envisagée une fois avec une famille avec et ressenti les bords d'une vie que je n'ai jamais pu vivre contre mes côtes. Je suis désolé, a-t-elle ajouté rapidement, voyant mon expression. Je ne voulais pas dire que tu ne voulais pas dire beaucoup de choses, j'ai coupé. Mais nous y sommes. Jonas s'est rapproché. Regardez, mec. Je sais que je suis la dernière personne qui devrait vous demander quoi que ce soit, mais je suis toujours votre frère. Nous étions des enfants une fois. Vous m'avez appris à attacher une cravate. Vous m'avez fait via les applications universitaires. Je ne m'attends pas à ce que vous oubliez ce qui s'est passé, mais je vous supplie une fois. Sa voix craqua sur cette dernière partie. Je pouvais voir la honte se regrouper dans ses yeux. Pouvais voir à quel point il détestait être ici. Mais je ne me sentais pas satisfaction. Pas de vengeance suffisante.
Juste la tristesse silencieuse et amère de quelqu'un qui croyait que le sang était plus épais que la trahison. Tu es venu chez moi, dis-je. Vous vous teniez sur mon porche les mains ouvertes comme si l'histoire n'existait pas. Et maintenant, vous voulez me ramener dans votre catastrophe parce que c'est pratique. Ce n'est pas comme ça, dit Camilla doucement. N'est-ce pas? Demandai-je, faisant un geste entre eux. Vous deux vous incendiez la vie et maintenant vous voulez que je saisisse l'hôte. Vous entendez vous-même? Ils étaient tous les deux silencieux. J'ai pris une respiration. Permettez-moi de rendre cela clair. Je ne suis pas votre ennemi, mais je ne suis pas non plus votre sauveur. Vous avez fait votre lit ensemble. Vous avez compris comment vous sentir ensemble. Dormez ensemble. Construisez votre entreprise ensemble. Maintenant, vous trouvez comment perdre ensemble. Jonas recula, clignotant durement, serré à la mâchoire. Les épaules de Camilla s'affaissèrent. Tu n'aiderais vraiment? Je l'ai déjà fait, dis-je quand je suis parti. Quand j'ai décidé de ne pas brûler votre mariage avec le sol, quand j'ai choisi le silence au lieu de se venger. C'était mon aide. C'était ma grâce. Elle essuya une larme avec le dos de sa main. Nous ne nous attendions pas à cette version de vous. C'est parce que tu n'as jamais pris la peine de me connaître après que tu m'as brisé. Jonas a laissé tomber les papiers au sol. Ils flottaient comme des oiseaux blessés sur ma pelouse. Camilla le regarda, puis me retourna. Donc, c'est au revoir alors. J'ai hoché la tête. C'était au revoir il y a 5 ans. Vous ne l'avez pas entendu. Je me suis retourné et je suis retourné à ma voiture. N'a pas coulé. N'a pas regardé en arrière. J'ai sorti mon téléphone, composé la ligne non urgente et signalé des intrus sur ma propriété. Calme, clair, factuel. Au moment où j'ai tourné le coin, j'ai vu une voiture de patrouille s'approcher de l'autre bout de la rue. Jonas et Camilla étaient toujours à l'extérieur de la porte, mais ils s'étaient séparés maintenant, plus épaules. Elle s'assit sur le trottoir, la tête dans ses mains. Ils se tenaient, les bras croisés, regardaient le sol comme s'il pourrait offrir une solution s'ils le regardaient assez longtemps. L'officier est sorti et a commencé à leur parler. Je ne me suis pas arrêté. Je n'en avais pas besoin. J'avais déjà pris la seule décision qui comptait. Plus de grâce pour les gens qui l'utiliseraient comme pont vers ma destruction. Je suis allé loin de la maison, de la scène, du dernier morceau de qui j'étais. Et pour la première fois en 5 ans, je n'ai pas porté le poids de leur choix sur le dos. Je ne portais que le mien. Et je ne m'étais jamais senti plus léger. Les jours après que cette scène de ma porte est passée dans une étrange sorte de calme, pas le calme inconfortable qui remplissait la pièce quand Camilla et moi discutions au cours des dernières semaines de notre engagement. Pas le type qui a persisté après une dispute avec Jonas où aucun de nous ne voulait s'excuser. Non, c'était un calme calme et lourd. Le calme qui vient après une décision finale. Un calme qui ne posait pas de questions ou ne s'attend pas à la réconciliation. Il existait juste comme l'immobilité d'une forêt après une tempête. Je ne les ai plus entendus. Pas d'appel, pas de courriel, pas de lettre de ma mère prétendant que tout était encore récupérable. Claudia, mon voisin, a dit qu'il s'était assis devant ma porte pendant près d'1 heure après l'arrivée des flics. L'officier ne les a pas arrêtés, les a simplement avertis, a enlevé des noms et leur a dit de rester à l'écart. J'imaginais le silence gênant entre les deux alors qu'ils rassemblaient leurs documents, évitaient les yeux et s'éloignaient d'un homme qui avait autrefois été au centre de leur vie. Un homme qu'ils avaient chassé il y a des années avec désinvolture, qui avait maintenant le pouvoir de les sauver et avait simplement choisi de ne pas. Et je ne me sentais pas coupable. C'était ce qui m'a le plus surpris. Je pensais qu'il y aurait de la culpabilité, au moins une petite douleur. Mais il n'y en avait pas. Juste le doux sentiment de soulagement que je n'avais pas donné, que je m'étais finalement choisi pour une obligation héritée de réparer ce que les autres avaient cassé. Les échos vivaient encore dans de petits coins de ma vie. Je les ai trouvés dans la playlist auquel je préparais le dîner, où l'artiste de jazz préféré de Camilla jouait. Je les ai entendus dans le fond de mon esprit quand j'ai passé l'intersection où Jonas et moi avons l'habitude de saisir des tacos après les courses du week-end. Mais ces échos s'évanouissaient, devenant plus silencieux à chaque semaine qui passe. Un samedi, je suis entré dans une librairie au centre-ville. Je ne cherchais rien en particulier, tuant juste du temps avant de rencontrer un ami pour le déjeuner. Le magasin avait ce vieux charme, des planchers de bois grinçants, des échelles qui glissaient sur de hautes étagères et le doux parfum de vieux papier se mêlant au café frais du café attaché.
Alors que je parcourais la section non-fiction, mes yeux ont attrapé un livre intitulé Radical Boundary, l'art de dire non sans excuse. J'ai gloussé dans mon souffle. Univers subtil. Je l'ai retiré de l'étagère, je l'ai ouvert et j'ai lu une ligne sur la première page. Certaines personnes ne vous aimeront que tant que vous les laissez vous utiliser. Cette ligne est restée avec moi pendant des jours. Cela explique tellement. Pas seulement Jonas et Camilla, mais aussi mes parents. Ils s'attendaient tous à ce que je sois facile. Le peacekeeper, le fixateur. J'étais la plus ancienne, la plus fiable, celle qui absorbait le conflit et avalait la fierté. Même quand ils ont vu la trahison, les visitations de ma vie, ils ne se sont pas ralliés autour de moi. Ils ont rationalisé. Ils l'ont appelé le destin. Ils m'ont demandé de pardonner parce que la famille était plus grande que la douleur. Mais j'ai appris quelque chose. La famille est un mot qui devrait être gagné tous les jours. Pas armé. Pas utilisé comme un coupon pour encaisser la grâce. Être né dans le cercle de quelqu'un ne lui permet pas de rester dans le vôtre. J'ai acheté le livre, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que c'était comme un trophée, un clin d'œil silencieux à jusqu'où j'avais parcouru. Cette nuit-là, après le dîner, je me suis assis sur mon balcon avec un verre de vin et je l'ai ouvert à nouveau. Les lumières de la ville clignotaient en dessous, des sirènes éloignées faisant écho dans l'air d'été. J'ai lu pendant des heures, non pas parce que je cherchais la guérison, mais parce que j'étais enfin prêt à comprendre ce qui s'était passé sans nous noyer. Vers minuit, j'ai reçu un texte d'un numéro que je n'ai pas reconnu. Merci pour ne nous humiliant pas. Vous aviez le droit de le faire. Je suis désolé. Vraiment, Jonas, pas de pièce jointe, pas de lien, juste cela. Je l'ai regardé pendant longtemps. Cela ne m'a pas ému. Cela n'a pas suscité de rage, de chaleur ni de nostalgie. Il existait. Je n'ai pas répondu, pas parce que je ne lui avais pas pardonné. Je pense que je l'avais fait d'une manière ou d'une autre, mais parce que le pardon ne vient pas toujours avec la conversation. Parfois, c'est juste une décision silencieuse de ne plus laisser quelqu'un prendre de la place dans votre tête. Et en plus, il ne restait plus rien à dire. Le lendemain matin, j'ai supprimé le message et bloqué le numéro. Une semaine plus tard, j'ai rencontré quelqu'un. Son nom était Élise. Nous nous sommes heurtés, littéralement, au marché des producteurs. Elle a laissé tomber un sac d'oranges. Je les ai ramassés, nous avons ri, et il s'est transformé en café, puis déjeuner, puis 3 heures de conversation sous un parapluie rayé pendant que le soleil de l'après-midi se penchait doré sur notre table. Elle m'a demandé ce que j'ai fait. Je lui ai parlé de la start-up. Elle a demandé si je avais des frères et sœurs. J'ai dit, plus maintenant. Elle n'a pas fait la tête, elle hocha la tête. C'était la première fois que je le disais à haute voix, et cela ne semblait pas dramatique. C'était honnête. Nous avons commencé à nous voir davantage. Pas de grandes déclarations, pas de pression, juste une facilité. C'était étrange s'adapter à quelqu'un de nouveau, mais aussi merveilleux. Elle ne connaissait pas la version de moi qui a été brisée sur le sol d'un hôtel. Elle ne connaissait que l'homme qui avait reconstruit. C'était un cadeau. Être considéré comme une victime ou un survivant, mais comme qui j'étais devenu sans avoir besoin d'expliquer chaque cicatrice. Et pourtant, une nuit, quand Élise m'a demandé ce que je pensais que l'amour voulait vraiment dire, je me suis arrêté plus longtemps que ce à quoi je m'attendais. Ensuite, j'ai dit, cela signifie ne jamais demander à quelqu'un d'oublier qui il est pour votre confort. Cela signifie ne jamais faire la maison de la douleur de quelqu'un d'autre. Elle a atteint la table et m'a touché la main. Ce petit geste a dit plus que des mots. Gavin Holland Family. Sur mon réfrigérateur. All One. Moi, Jonas et notre père sur un quai de pêche quand nous étions enfants. J'avais peut-être 12 ans, levant une base rayée avec un sourire trop large pour mon visage. Jonas, la moitié de ma taille émaculée dans un écran solaire, a fait jeter les 2 bras autour de moi. Mon père était raide derrière nous, les bras croisés comme s'il se souvenait de quelque chose d'autre qu'il devait faire. J'avais gardé la photo là-bas par habitude. Pas de sentiment, pas de nostalgie. Il m'avait suivi d'un appartement à l'autre, et pendant des années, je ne l'ai même plus remarqué. Mais ce matin-là, pour une raison quelconque, cela m'a pris. Je l'ai retiré du réfrigérateur et je l'ai regardé pour la première fois depuis des années. Vraiment regardé. Je ne ressentais pas de colère. Je ne ressentais pas non plus la vieille douleur.
Je me sentais résolu comme quelqu'un qui avait bouclé le cercle, avait pris chaque coup et se tenait encore debout. Le passé n'a pas disparu. Il n'a pas disparu comme s'il restait, mais il a cessé de me suivre. J'ai jeté la photo dans un tiroir, non pas parce que j'avais besoin de le détruire, mais parce que cela ne méritait pas de rester à la vue. Il appartenait à un chapitre différent, et j'avais fermé ce livre. Une semaine plus tard, ma mère a rappelé. J'ai vu le numéro nouveau, mais familier. Je l'ai laissé sonner une fois, 2 fois, puis j'ai répondu. Non pas parce que je lui devais quoi que ce soit, mais parce que j'étais prêt, Gavin, a-t-elle dit, la voix plus mince que je ne me suis souvenu. Je sais que je ne devrais pas appeler, mais je pensais que tu devrais le savoir. Je me suis assis à ma table de cuisine, les yeux concentrés sur la fenêtre, regardant une paire d'oiseaux se battre au bord de la balustrade de balcon. Camilla l'a quitté, dit-elle tranquillement. C'était là. La page suivante de l'histoire à laquelle je m'étais éloigné. Elle reste avec un cousin à Chicago. Jonas est là. Il ne va pas bien. Je n'ai pas demandé de détails. Je n'avais pas besoin de savoir s'il s'agissait d'un effondrement financier ou d'une érosion émotionnelle ou des deux. Je laisse juste le silence parler. Elle a dit quelque chose. Ma mère a continué. Elle a dit qu'elle était fatiguée de tenir quelque chose de brisé juste parce qu'elle a aidé à le casser en premier lieu. Cette partie était assise avec moi plus longtemps que ce à quoi je m'attendais. Elle a également dit qu'elle était désolée, a ajouté maman rapidement. Elle voulait que vous le sachiez. Je savais déjà, dis-je, me surprenant avec la douceur de ma voix. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas une invitation à se reconnecter, mais c'était la vérité. Y a-t-il quelque chose que vous voulez que je le dise à Jonas? Elle a demandé. Je m'arrêtai, puis me suis tenu et me versai un verre d'eau, sirotant lentement, laissant la fraîcheur m'ancrer. Dites-lui, j'ai dit que j'espère qu'il découvrira qui il est quand personne ne cherche. Un battement de silence. Et toi, a-t-elle demandé. Et nous? Je ne suis plus en colère, dis-je. Mais je ne reviens pas non plus. Ce n'était pas cruel. Ce n'était pas tranchant. C'était juste la vérité. D'accord, dit-elle doucement. Je comprends. Et pour la première fois, je l'ai cru. Nous avons terminé l'appel. Aucune promesse de rester en contact. Pas de faux adieux. Juste une fin silencieuse. J'ai traversé mon appartement après ça. Lent et régulier, touchant les choses qui étaient les miennes. Mes livres, mon plante, mes meubles, ma vie. Tout dans cet espace avait été gagné par le grain et les limites et le choix de la guérison sur le chaos. Cet après-midi, Élise est passée avec des plats à emporter et une bouteille de vin. Elle a lancé ses chaussures, s'est recroquevillée sur le canapé et a posé des questions sur ma journée. Je lui ai tout dit, pas pressé, pas avec le drame, juste les faits. Elle écouta, froncement froncé, hochant la tête de temps en temps. Quand j'ai fini, elle s'est penchée plus près et a dit, « Vous sentez-vous plus léger ?» J'ai souri. Oui. Elle passa ses doigts dans mes cheveux et embrassa mon temple. Alors c'est tout ce qui compte. Et elle avait raison. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il ne s'agissait pas d'être le meilleur homme ou de prouver quoi que ce soit à quiconque. Il s'agissait de construire une vie dont je n'avais pas besoin d'échapper. Il s'agissait de protéger ma paix comme si c'était la dernière chose que j'avais à mon nom. Les semaines se sont transformées en mois. Jonas n'a plus tendu la main. Camilla n'a jamais envoyé une autre lettre. Ma mère est restée respectueusement silencieuse. C'était comme si l'univers m'avait finalement entendu dire assez et avait répondu en nature. Élise et moi nous sommes rapprochés. Elle a rencontré quelques-uns de mes amis. Nous avons fait un voyage sur la côte et avons passé un week-end à rire des jeux de société et des mauvais fruits de mer. Elle n'a jamais demandé plus que ce que je pouvais donner, mais avec elle, je me suis retrouvé à donner plus de toute façon. Un soir, alors que nous regardions le soleil se coucher depuis le jardin sur le toit qu'elle m'a aidé à m'installer, elle s'est tournée vers moi et a demandé, « Croyez-vous à recommencer ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pensé à tout ce que j'avais perdu, à tout ce que j'avais reconstruit. Je crois qu'il faut choisir différemment, dis-je finalement, sans prétendre que le passé ne s'est pas produit, refusant simplement de le laisser décider qui je suis maintenant. Elle sourit. C'est encore mieux. Nous nous sommes assis en silence, des doigts liés, la ville fredonnant autour de nous. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de simple mais de profond.
Ils avaient pris des morceaux de moi, volé le temps, la confiance, l'amour, mais ils ne m'avaient pas pris. L'homme que j'étais devenu n'était pas leur victime. Il était sa propre création, forte, claire, entière, et surtout, enfin gratuit.